Sophie ajuste sa caméra, prend une grande inspiration et affiche un grand sourire. Son webinaire va commencer dans 1 minute et une 40aine de participants attendent déjà. Dans la pièce d'à côté, son fils de 4 ans joue calmement avec ses voitures. Elle lui a tout préparé. Un petit goûter, son dessin animé préféré en fond et une pile de jouets stratégiquement placée pour l'occuper. Tout est sous contrôle. Elle lance son introduction, partage son écran, tout roule. Elle est dans le flow, les participants sont engagés, les réactions fusent dans le chat. Et là, un cri. « Maman !» Bon, peut-être que ça va passer. Peut-être qu'il a oublié qu'elle était occupée. « Maman !» Elle continue de parler, essaie de rester concentrée, mais dans sa tête, c'est le chaos. Elle coupe le son du micro, se tourne vers la porte et lui dit calmement « Attends mon chéri, maman finit son travail. » Elle reprend le fil, se reconnecte, ça va aller. Sauf que, 30 secondes plus tard, la porte s'ouvre. Son fils débarque les cheveux en bataille, à moitié à poil, parce qu'il vient d'aller aux toilettes. Les participants voient tout. Certains rient et d'autres attendent poliment. Sophie bredouille un « Désolée, je reviens ». Gênée, elle file s'occuper de son fils et son cerveau est en mode panique. Elle est persuadée que son webinaire est fichu. Elle finit tant bien que mal, avec la sensation d'être à la fois une entrepreneure moyenne et une mère débordée. Je suis Erika et j'aide les freelances et entrepreneurs à déconstruire les peurs et croyances qui les freinent. Parce que parfois, c'est pas la stratégie qui manque, c'est ce qu'on se raconte qui nous bloque. Dans ce podcast, on met les choses à plat, on explore ce qui t'empêche d'oser, de décider, de t'affirmer. Et surtout, on voit comment reprendre confiance et avancer en étant bien dans tes bottes. Alors si tu es prêt, prête, on y va. Donc si tu es parent et solopreneur, ou encore pire, solopreneur et parent solo, quand on parle de conseiller business et parentalité, on imagine souvent forcément un équilibre parfait. L'image du parent entrepreneur ultra organisé, qui enchaîne ses journées avec fluidité. Le matin, il bosse sur son business avec un café chaud, et l'après-midi, il joue avec ses enfants, détendu, hyper présent. Il gère les repas du midi, du soir, il fait du sport, et il trouve même le temps de lire un bouquin avant de dormir à 22h pile. Sauf que, tu le sais bien, cette image est totalement fausse. Dans la vraie vie, t'es en pleine concentration et quelqu'un crie « Maman » ou « Papa » dans la pièce d'à côté. Tu bosses le soir pour rattraper une journée bancale et ton cerveau tourne à vide. Tu jongles entre les mails, les devoirs, les goûters, les urgences clients et tu termines ta journée avec l'impression d'avoir été occupé non-stop, mais sans vraiment avoir avancé sur quoi que ce soit. Un enfant ne suit pas un emploi du temps fixe, on le sait. Un client peut débarquer avec une demande urgente. Une sieste peut durer 30 minutes ou 3 heures. Bref, c'est chaotique et c'est normal. L'idée, c'est pas de réussir à tout caser, c'est de trouver un rythme qui tient sur la durée sans s'épuiser. Parce que ce qui fatigue, c'est pas le travail en lui-même, c'est la gestion du chaos. L'impression de tout faire en même temps et en même temps de ne jamais en faire assez. L'impression que quoi que tu choisisses, tu vas sacrifier quelque chose. Alors, on s'imagine dans le plus beau des mondes, dans le parent idéal, qu'un bon parent gère tout, qu'un bon entrepreneur maîtrise tout. Et quand on est les deux, on se dit qu'il faut qu'on assure dans tout. Sauf que non, évidemment. Tu te lèves, tu prépares tes enfants, tu bosses sur ton business, tu cuisines, tu réponds aux mails, tu fais le ménage, tu passes une commande urgente, tu gères une crise client, tu lances une machine, tu postes sur les réseaux. Et après ça, tu t'étonnes d'être épuisé. Sincèrement, c'est pas du courage, c'est du sabotage. Alors, ouais, pourquoi on refuse de se faire aider ? Parce que on a tous de bonnes excuses. J'ai pas les moyens, je vais perdre trop de temps à expliquer à quelqu'un d'autre. Je dois montrer que j'y arrive toute seule. Je dis tout au féminin parce que c'est très souvent... ce syndrome de la Wonder Woman est très présent. On va pas partir dans les explications historiques du pourquoi les femmes ont besoin de prouver encore plus ce qu'elles sont capables de faire. Mais voilà, je dois montrer que je peux y arriver seule. Je vais paraître fainéant. On va penser que je suis fainéant si je délègue. Alors ouais, on a tous été conditionnés à croire que demander de l'aide, c'est un échec. Parce que ça veut dire, selon les légendes bien évidemment, qu'on n'est pas à la hauteur.
Mais dans la réalité, dans la vie, dans les personnes qui réussissent, personne ne réussit seul en fait. Les entrepreneurs qui avancent vite et les parents qui tiennent sur la durée, tous sans exception, ils ont un système de soutien. Alors, quel pourrait être le tien ? Comment tu pourrais t'alléger ? Peut-être qu'en te disant que l'aide extérieure, c'est pas un luxe, mais le voir plutôt comme un levier. Par exemple, si tu te dis « j'ai pas les moyens de prendre une babysitter », ce que je peux totalement comprendre. Mais si, en 1 heure, sans interruption, tu peux boucler un projet ou quelque chose qui te ramène un client, est-ce que finalement ça va pas s'équilibrer ? Est-ce que ça va pas finalement être plus rentable ? Pour qu'ensuite, toi, tu puisses être vraiment présent avec ton enfant. Ça, c'est à toi de faire le calcul, de voir si c'est possible ou pas. Ensuite, il y a les automatisations. Ça te fait travailler moins, pas plus. Alors, ça te prend du temps de les mettre en place, je suis d'accord. C'est comme tout, c'est un investissement que là tu fais en temps et qui te rapportera quelque chose ensuite. Si tu regardes combien de temps tu perds à faire des tâches plus de 2-3 fois. Par exemple, envoyer des devis, répondre à des questions qui sont toujours les mêmes, planifier tes rendez-vous ou autres. Il y a des outils qui font ça à ta place. Si tu l'as pas encore, tu peux te créer un agenda en ligne. Moi, j'utilise cal.com, cal.com. Je crois que c'est gratuit et sincèrement, je le trouve super top. Il est vraiment bien. J'avais fait la comparaison avec Calendly et un autre, je ne sais plus. Bref, j'ai gardé celui-là et j'en suis très contente. Donc là, ça te permet, tu vois, par exemple, avec moi, mon client prend rendez-vous tout seul. D'abord, il choisit sa date. Ensuite, il règle le montant de la prestation. Il reçoit un email de confirmation pour ajouter dans son agenda avec le lien du Google Meet. Il reçoit un email également quelques heures avant, je crois, avant le rendez-vous. Et tout ça, c'est un gain de temps, c'est pas à moi de l'ajouter manuellement, de lui donner un lien Stripe et ensuite lui donner un lien calendrier, de lui renvoyer un mail de rappel. Tout ça, c'est fait automatiquement. Pareil pour la facturation automatique. Au lieu de la refaire 15 fois, 20 fois, 50 fois par mois, tu le fais automatiquement. Tu peux te créer aussi un fichier avec un mail type qui va répondre à des questions qu'on te pose régulièrement. Donc tu copies, tu colles, tu l'adaptes à la personne, mais en gros, tu as le plus gros qui est fait. Et niveau charge mentale, c'est quand même une sacrée baisse de charge mentale. En fait, tout ce que tu fais plus de 2 fois, tu peux l'automatiser. Tu peux trouver un moyen de simplifier ton organisation à ce niveau-là. Et forcément, moins de tâches répétitives égale plus d'énergie pour le reste. Ensuite, tu peux déléguer à la famille, si c'est possible. Si t'es en couple, forcément, t'as pas à tout porter. Les courses, le linge, la paperasse, est-ce que tout repose sur toi ? Peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer un peu les tâches. Je sais que si on est une femme et qu'en plus on est entrepreneur, on se dit oui mais moi je suis plus peut-être à la maison, oui mais moi j'ai quand même plus de temps parce que je suis là, parce que j'ai des horaires plus souples, etc. Mais t'as tout autant, même j'ai envie de dire plus de charge mentale. Et donc, faut pas culpabiliser à demander un partage plus équitable des tâches. Et si t'es solo, ouais, c'est plus compliqué, c'est clair, mais il peut aller dormir chez un copain, peut-être, ça peut te soulager le temps d'une soirée. Si tu vas au centre de loisirs pendant les vacances, t'as pas à culpabiliser non plus. T'as le droit de demander aussi à une amie ou un ami de le prendre quelques heures, parce que t'as le droit de souffler. En fait, lâcher du lest, c'est pas échouer, c'est pas être nul, c'est pas être incapable, c'est juste de la survie, en fait. Enfin, j'ai du mal avec survie parce que je préfère le mot vie, mais ce que je veux dire, c'est que si tu continues à vouloir tout faire tout seul, tu vas te cramer. Tu vas être fatigué, tu vas être aigri, tu auras moins d'énergie dans ton business, forcément tu seras moins efficace, tu seras moins attirant, entre guillemets, on va moins venir vers toi parce qu'on va sentir qu'il y a ce manque d'énergie. Et demander de l'aide, c'est ce qui va te permettre de durer. Et puis, franchement, donner un petit déj à ton gamin un soir par semaine, c'est pas bien grave. Je dis ça parce que quand j'étais petite, très souvent le dimanche soir, c'était petit-déj. Alors nous, on adorait, maintenant je comprends pourquoi. Mais à l'époque, on était contentes, ma sœur et moi. Bref, j'en étais où ? Oui, je voulais aborder aussi le sujet du perfectionnisme. Ouais, tu veux que tout soit nickel. Que ton boulot, ta maison, tes enfants, tout soit parfait, tout soit bien, tout soit équilibré.
Et tant qu'on y est, autant être en pleine forme, bien reposé, dispo pour tout le monde tout le temps, avec un business qui cartonne, une maison digne d'un magazine, des enfants toujours calmes et bien élevés. Ouais, ça n'existe pas, ça. Peut-être en façade, mais pas dans la vie de tous les jours. Mais on s'accroche quand même à cette idée, hein. On va bosser 3 fois plus longtemps que nécessaire sur un projet. On va refaire une page de vente qui est déjà bien, mais juste pour être sûr. On va être un parent ultra dispo, tout en étant un entrepreneur ultra performant. Mais à force de vouloir tout faire parfaitement, tu sais bien qu'on finit par plus rien faire du tout, ou alors, craquer. Si tu lâches un peu ce perfectionnisme, qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce que tu ressens à l'idée de faire aller, on va dire, à 80% bien les choses, selon tes critères, bien évidemment? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça t'angoisse? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu te dis qu'on va te critiquer? Est-ce que tu te dis que ça vaut pas la peine de le montrer dans ces cas-là? En fait, c'est important de savoir ce que tu ressens à l'idée de lâcher un peu du lest sur cette idée du perfectionnisme. Ton client, lui, il va jamais voir la différence entre quelque chose que tu as mis 2 heures à faire ou 6 heures à faire. Si tu passes des heures à fignoler, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que souvent, ce qui est pour toi encore améliorable, c'est plus que suffisant pour les autres. Pareil pour tes enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir une mère parfaite, ils ont besoin d'avoir une mère présente, ou un père. Ils s'en fichent que le sol soit aspiré tous les jours, ou que le repas soit fait maison 7 jours sur 7. Ce qui compte pour les enfants, c'est l'attention qu'ils vont recevoir. Parce que si tu passes des heures à t'occuper de la maison ou de la cuisine, mais que t'es pas avec eux, ils vont juste retenir que t'étais tout le temps occupé et que, ils n'avaient pas beaucoup de temps avec toi, ou que le temps avec toi était pas forcément de bonne qualité parce que t'étais ailleurs dans ta tête. Et ton entreprise, elle a besoin de projets qui sont terminés. Et tu peux le peaufiner par la suite. Parce que si tu sors ton offre aujourd'hui et qu'elle est imparfaite, est-ce que c'est pas mieux qu'une offre qui est parfaite aux yeux de 90% des gens, mais qui reste dans un tiroir? Alors oui, souvent, surtout quand on est perfectionniste, on se dit que vouloir faire les choses parfaitement, c'est un gage de qualité. Mais très souvent, le perfectionnisme, ça va plutôt être une peur, qui est bien cachée, hein, évidemment. Oui, mais non, mais c'est parce que j'aime la perfection, ouais. Mais si c'est pas parfait, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça? Quelle est la peur qui revient derrière, qui arrive là, tout doucement, du ventre? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur de pas être légitime? Est-ce que c'est la peur de pas être crédible? Oui, tes clients aiment la perfection. Mais toi, si tu continues à ce rythme-là, comment tu vas finir? Dans quel état? Avec quelle santé? Quel souvenir peut-être quand tu te retourneras dans quelques années? C'est bien d'être perfectionniste, hein. Je suis pas du tout en mode faut faire tout à l'arrache, hein, bien évidemment. Mais il y a perfectionnisme et perfectionnisme. Une fois que tu as fait 80%, tu lances. Les 20% qui restent, si besoin, tu les peaufines après en fait. J'ai envie de dire, même si tu lances à 100% de satisfaction pour toi, tu auras des retours, probablement. Il y a forcément des choses qui vont revenir et je pense que pour moi, c'est mieux de lancer à 80% de satisfaction. Tu vois les retours qu'il y a, ça sera très probablement des retours qui sont pas ceux que toi tu voyais, mais d'autres. Et t'ajustes au fur et à mesure. Tu combles ces 20% avec les retours que tu peux avoir, avec les choses que toi tu constates peut-être aussi. Mais en tout cas, ton projet il sera lancé. Et demande-toi aussi, c'est un bon moyen de comprendre ce perfectionnisme, c'est de te dire, est-ce que si c'était pour quelqu'un d'autre, je passerais autant de temps dessus? Je parle pas d'un client, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on s'inflige à nous des exigences qu'on ne demanderait jamais à quelqu'un d'autre. Tu peux aussi te fixer une limite de temps. Si tu sais que tu peux boucler le truc en 1 heure, lui laisse pas 3 heures. Tu dis, je m'accorde 1 heure ou 2 heures pour vraiment finir. Et à l'issue de cette heure ou de ces 2 heures, je le lance. Alors mets-toi un minuteur, hein, si t'as peur de pas voir le temps passer, mais tu peux essayer ça. Et tu peux aussi tester le principe de la bêta-test. Avant d'attendre que ça soit parfait, tu lances une version bêta et tu ajustes ensuite, en fonction pareil des retours. Une fois que tu vois que ça fonctionne quand même, c'est de commencer à lâcher. La première fois, tu dis, oh là là, ça te tend. Comme disent mes enfants, ça te tend. T'as pas envie de lâcher, c'est vraiment dur pour toi physiquement et mentalement.
Mais une fois que tu vois que ça fonctionne quand même, une fois que tu verras que ça fonctionne quand même, au bout d'un moment, je pense que tu vas peut-être te demander pourquoi tu t'es mis autant de pression avant. C'est pareil avec l'idée de pas se poser de limites, parce que quand tu as cette impression d'être débordé, d'être submergé, d'être sous l'eau, parce que tu bosses mais que les enfants viennent te voir toutes les 5 minutes, tu veux profiter d'un moment en famille, mais t'as un client qui t'envoie un message urgent, là je mets des gros guillemets, et toi au final, tu coupes jamais vraiment. T'es toujours dedans. Et là, le problème, c'est pas le travail, c'est pas l'investissement en tant que tu y mets, c'est l'absence de cadre. Et pourquoi c'est si compliqué de mettre un cadre? Je t'ai noté 3 raisons à ça. C'est très souvent, par exemple, par peur de passer pour quelqu'un qui va être distant. Parce que oui, tu vas être dispo pour tes clients, tu vas être réactif, tu veux montrer que tu es sérieux ou sérieuse, mais en vrai, répondre à 22 heures, ça fait pas de toi un meilleur entrepreneur. Ça fait juste quelqu'un qui sait pas dire non. Alors, bien évidemment, je mets un bémol, parce que tout dépend de ton rythme. Moi, je suis quelqu'un qui va répondre plutôt après 21h30 en général, parce que c'est le moment où moi, je suis plus productive, où je me pose, etc. Mais par contre, tu me verras pas répondre à 7h ou 8h du matin, tu vois. Après, il faut s'adapter à son rythme, à son chronotype, mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'es dispo de 6h à minuit ou 1h du matin, là, il y a un problème. Je sais que j'ai des créneaux spécifiques pour répondre à des demandes spécifiques, etc. Bien sûr, les personnes que je vais accompagner, elles savent qu'elles peuvent me contacter. Si elles m'envoient un message le matin, je vais pas attendre 21h30 pour lui répondre parce que je me donne quand même quelques créneaux pour les urgences dans la journée. Mais tout est question de mesure, en fait, tout est question de cadre, de limite. Donc à toi de t'adapter à ton rythme, à ton fonctionnement. Mais t'es pas obligé d'être dispo H24 pour être quelqu'un de bien et de réactif. Ensuite, on a du mal à poser des limites parce que on culpabilise face à nos enfants. Quand ils viennent nous voir, on se dit ils ont besoin de moi, je vais pas les repousser quand même. Mais si tu bosses de chez toi et que si tu leur dis oui tout le temps, déjà ils vont jamais apprendre à attendre. Et puis ensuite, c'est pareil, c'est une question de cadre. Là, j'ai un rendez-vous. Ma fille sait que quand j'ai un rendez-vous, ça dure entre 1h et 1h30 selon le rendez-vous. Elle va pas me déranger, elle le sait. Et ça fait longtemps qu'elle a compris ça. Et voilà, c'est pas un souci, elle sait, elle attend. Et puis voilà. Je lui ai expliqué pourquoi c'était important pour moi, pourquoi c'était généralement pas urgent. Bien évidemment, elle sait que si elle fait ou qu'il y a un gros problème de danger, elle peut m'interrompre. Mais voilà, tout est question de communication en fait. Poser les règles, le pourquoi c'est important, je trouve, d'expliquer quand même, mais mettre les règles au clair. Et plus elles seront claires, plus elles seront respectées. Et le fait de bosser chez soi aussi, c'est un peu plus compliqué parce que on travaille là où on vit. Donc s'il n'y a pas de séparation physique, il n'y a pas de séparation mentale, forcément. Donc on est toujours un peu en mode boulot, un peu en mode parent, mais sans vraiment être à fond dans aucun des deux. Mais ce qui se passe quand tu poses pas de limites, c'est que tu bosses tout le temps mais mal. T'es en mode multitâche H24. Tu bosses avec des interruptions non-stop et ce qui aurait dû te prendre 1 heure, t'en prends 3. En plus, tu vas être moins présent pour ta famille, parce que quand tu bosses, t'es dérangé. Quand t'es avec eux, tu penses encore à ton dernier mail. Et t'as cette impression d'être toujours en train de courir et de jamais avoir de repos. Donc, poser ses limites, c'est pas une option en fait, c'est une nécessité. Le meilleur moyen pour ça, c'est de créer des règles claires et de s'y tenir. Tu peux te poser des rituels, pas forcément de te dire ça sera à telle heure, mais au moins de te dire 5 minutes dans la journée, je fais ça. 5 minutes, je vais me promener, j'en sais rien, ou un café sur le balcon, changer de fringue. Un truc qui te dit là je commence et là j'arrête. Ce petit rituel de début et de fin de journée qui te fait dire je passe en mode maman ou papa, je passe en mode amoureux, je passe en mode travail. Un rituel, quelque chose de récurrent, un geste, n'importe quoi qui te fait dire là ça commence et là ça s'arrête. Tu peux aussi choisir un espace qui va être dédié au travail, même s'il est symbolique. Ça peut être un bureau, un tapis de sol, un endroit de la pièce, peu importe, mais te dire en fait que quand t'es là, tu bosses. Et quand t'y es pas, ta journée de travail est finie.
Tu peux mettre aussi un repère visuel pour tes enfants. Un casque, un panneau, un minuteur. Et c'est pareil avec tes clients, essaie d'avoir des horaires clairs. Tu peux aussi, par exemple, mettre un message à un répondeur automatique sur tes mails qui dit « Je réponds aux mails entre telle heure et telle heure » ou « de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure ». Après, c'est ma famille qui passe en priorité ou peu importe, voilà. Si t'en ressens le besoin parce que tu culpabilises de pas répondre, tu peux le faire. Encore une fois, poser des limites, c'est pas être égoïste, c'est juste tenir sur la durée. Si tu coupes jamais, tu vas finir à bout. Si tu bosses et que t'es sans arrêt interrompu, tu vas avancer moins vite. Si tu laisses les autres décider de ton emploi du temps, t'auras plus aucun contrôle. Les limites, ça ne t'enferme pas, ça te libère. Alors, l'objectif, c'est pas de te caler sur un planning parfait où tout roule comme sur des rails, hein. Parce qu'on sait que entre les clients qui ont des urgences et les enfants qui débarquent avec une gastro ou une grippe, les journées, elles se passent jamais comme prévu. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir une structure qui soit assez souple quand même pour s'adapter aux imprévus. Parce que si c'est trop rigide, dès qu'il y a le moindre petit décalage, tout va s'effondrer. Et si t'en as pas du tout, tu vas passer tes journées à courir après le temps sans jamais savoir ce qui est prioritaire. Alors l'équilibre, il va se trouver là. Avoir une ligne directrice, mais savoir aussi ajuster. Tu peux faire beaucoup de choses, mais pas tout. Et certainement pas tout en même temps. Alors, chaque jour, tu peux noter 3 tâches, 3 choses, 3 objectifs, 3 choses essentielles à faire. Si tu fais ces 3 choses, ta journée est réussie, et le reste, c'est du bonus si t'en as mis plus. Et ça marche parce que ça va t'éviter de passer ta journée à faire des petites tâches secondaires là qui donnent l'impression d'être occupé, mais sans rien faire avancer d'important. Alors, ces exemples de 3 tâches dans ta journée, tu vois, je vais te donner des mauvais exemples. Répondre à 10 mails, refaire ton site, faire une story Insta, corriger un document et regarder un tuto sur la productivité. Non. T'es d'accord que faire tout ça en une journée, peut-être que tu l'as dans ta liste, mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est pas très surprenant. Ou alors je sais pas comment tu finis ta journée. Par contre, tu peux noter, envoyer un devis, ou 2 à la limite, enfin tout dépend si c'est automatisé ou pas en fait. Finaliser un projet client et planifier un appel. Prioriser, c'est pas faire moins, c'est faire mieux, on est d'accord. Parce que là, la première liste, là, t'aurais pu le faire, hein, mais t'en serais pas satisfait, je pense, et tu reviendras dessus un autre jour. Donc voilà. À la limite, les autres, tu te les mets en bonus si vraiment t'as le temps. Mais dans tous les cas, tu seras content d'avoir coché ces 3 choses prioritaires. Ensuite, c'est important aussi d'avoir des moments pour bosser, mais aussi pour souffler. Si t'attends d'avoir le temps, ça va jamais arriver. Il y aura toujours quelque chose à faire. Donc bloque des créneaux dédiés au travail, des créneaux, mets-toi dans ton agenda des pauses. Et j'ai envie de dire, ça c'est quelque chose qui peut marcher pour toi par exemple, mettre des pauses dans un agenda. Quand je parle de pauses, je parle des pauses réelles, hein, pas 2 heures de faux repos où ton cerveau il reste branché sur le boulot, mais juste 30 minutes d'autre chose en fait. Mais voilà, je te donne des conseils entre guillemets, mais par exemple, c'est pas des choses qui marchent pour moi parce que ça s'affiche dans mon agenda, je vais faire ok, ouais, mais là je suis occupée, voilà. Par contre, ce qui peut marcher pour moi, c'est de me dire oh là là, je ferais bien un peu de yoga là, ou j'irais bien faire des courses histoire de prendre l'air, ou voilà, peu importe. Et c'est de me dire bon bah si j'en ai envie maintenant, je le fais tout de suite. Et en fait, faut pas laisser le temps au cerveau de trouver une excuse en fait. Ok, là j'en ai envie, là j'y pense, c'est que j'en ai besoin, je le fais tout de suite. Et donc tu peux me voir en train de bosser, puis d'un seul coup je me lève, je vais sauter, je vais sortir mon tapis de yoga ou autre, et voilà, parce que ça sera le moment. Et quelquefois ça dure juste 10 minutes, 10-15 minutes. Et c'est ok en fait, ça m'a fait du bien et je peux repartir d'attaque. Voilà. Et ensuite, accepter qu'il y ait des périodes de déséquilibre, c'est assez important quand même. Parce que t'as beau organiser tes journées, tu sais bien, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps dans un épisode, il y a des phases où ton business, il va plus passer en priorité, d'autres où ça sera ta famille, et c'est ok. Parce que le problème, c'est pas d'avoir des périodes de déséquilibre, mais c'est de croire qu'il faudrait toujours être parfaitement équilibré. Si tu sais que les vacances scolaires sont plus chaotiques, tu vas pas prendre trop de clients en juillet-août. Tu vas charger tes lancements en septembre.
quand tout le monde reprend un rythme qui est plus stable. Ça va t'éviter de te battre contre la réalité et te permettre de garder de l'énergie. Un rythme, c'est pas un carcan dans lequel on s'enferme, c'est un guide. Si c'est trop rigide, ça casse. Si c'est trop mou, si c'est trop flou, ça s'éparpille. Le bon rythme, c'est celui qui va toi te convenir. Alors, je te pose cette question, est-ce que ton rythme actuel te permet de tenir sur la durée? Sur 1 mois, 1 an, 10 ans? Est-ce que tu peux tenir avec le rythme que tu as actuellement? Ok, et quand ça déborde, qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, ça va arriver. Tu peux avoir la meilleure organisation du monde, tu peux avoir des limites claires, un rythme bien cadré. Il y aura quand même des journées où tout part en vrille. Parce que comme je te disais, ton enfant va tomber malade un jour où tu as un gros projet à boucler. Tu as un client qui va te mettre la pression au moment où tu avais prévu de lever le pied. Et dans ces moments-là, le risque, c'est de paniquer, d'essayer de compenser en bossant à n'importe quelle heure, de s'auto-flageller en se disant qu'on est incapable de gérer. Alors que non, c'est pas parce qu'une journée ou une semaine est chaotique que tout ton équilibre est foutu. Personnellement, je me suis fait accompagner là-dessus récemment. En fait, je faisais énormément de trucs pour pas beaucoup de résultats et j'avais besoin d'y voir plus clair. Et ça m'a permis de me rendre compte de tout ce que je pouvais enlever ou modifier. J'ai une ligne directrice plus claire, parce que oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, on le sait. Enfin, ça dépend pourquoi, mais bon, en tout cas, pour certaines choses. Et ça m'a permis de me rendre compte, de tout ce que je pouvais enlever, tout ce que je pouvais modifier, de toutes les choses dans lesquelles je brassais du vent. Et là, j'ai vraiment une ligne directrice claire, j'ai du test and learn, donc voilà, on teste, on ajuste, on teste, on ajuste. Dans tous les cas, respire. Parce que le pire dans ces cas-là, quand tu paniques, c'est que tu veux tout rattraper d'un coup. La peur, c'est jamais une très bonne conseillère, dans le sens où elle empêche de réfléchir, la peur. Elle empêche d'être cohérent, le cerveau se bloque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Souvent, c'est moins de choses que ce qu'on pense. Qu'est-ce que je peux reporter ou simplifier? Et surtout, où est-ce que je me mets une pression qui n'est pas utile? Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Qu'est-ce que je peux reporter ou simplifier? Et où est-ce que je me mets une pression qui n'est pas utile? Après avoir réfléchi à ces petites questions, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Tu as choisi l'entrepreneuriat pour avoir plus de liberté, je pense. Pour pouvoir avoir certaines priorités dans ta vie, pour pouvoir faire tes choix, travailler avec tes valeurs. Alors, pourquoi tu te crées encore plus de stress que si tu étais salarié? Oui, bien sûr, il faut manger, il faut gagner sa vie. Mais si tu t'épuises, tu vas être en mauvaise santé et donc ça te créera le même problème au niveau de tes revenus. Donc, travailler tout le temps, c'est pas être productif. Sacrifier tes moments perso en permanence, c'est pas du professionnalisme. L'idée, c'est pas de survivre, c'est de trouver un mode de fonctionnement qui va te permettre de durer. Alors, quand tu sens que tu es en train de t'enfoncer dans le toujours plus, toujours plus, pose-toi cette question. Si je continue comme ça dans 6 mois, à quoi va ressembler ma vie? À quoi je vais ressembler moi? Dans quel état je serai? Et si la réponse te fatigue d'avance, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à ajuster. Ensuite, être entrepreneur et parent, c'est très solitaire. Et quand t'es seul dans ta tête, il y a les petites pensées qui viennent la combler. Tu te dis, tout le monde gère mieux que moi. Tu t'auto-flagelles en regardant les gens qui réussissent, entre guillemets encore une fois, parce que la réussite, c'est subjectif. Et puis surtout, on nous montre ce qu'on veut. Et tu te racontes que si c'est dur, c'est que tu fais quelque chose de travers. Alors qu'en fait, si tu parles avec d'autres entrepreneurs et parents, tu verras que déjà, tu vas réaliser que tout le monde galère plus ou moins. Si c'est pas le cas, tu vas peut-être apprendre des astuces ou des retours d'expérience qui vont te faire gagner du temps. Et puis surtout, quand on sait qu'on n'est pas seul, il y a quand même beaucoup de pression en moins. Alors peut-être que tu peux rejoindre un groupe d'entrepreneurs. Moi, je suis dans l'ABC, dans l'Anti-Business Club. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup la mentalité les valeurs de ce groupe.
Écoute, je te mets le lien si jamais ça t'intéresse dans la description de l'épisode. Bref, pour conclure cet épisode, l'équilibre, c'est du réglage en continu. Il n'y a pas de formule magique. Il y a des jours où tout va rouler et des jours où ça sera un bordel sans nom. Il y aura aussi des jours entre les deux, évidemment. Mais ce qui compte, c'est pas d'avoir une organisation parfaite, c'est d'avoir une organisation qui tienne sur la durée. Des priorités claires, des rituels, des limites, des ajustements. C'est comme ça que tu vas avancer sans te cramer. Et d'ailleurs, c'est quoi, toi, ton plus gros challenge en tant que parent entrepreneur? Je serais assez curieuse de savoir. Si tu veux me répondre, ça serait trop cool. Je te souhaite une bonne semaine et je t'embrasse. À bientôt.